Je vais maintenant vous parler un peu plus de l'après-doctorat, euh, qui va impliquer 2 années en fait de post-doctorat, qui vont être extrêmement déterminantes pour la suite de ce que je vais faire. Euh, Première année, j'ai choisi de séjourner à la Smithsonian Institution à Washington. Mon projet, c'était d'approfondir l'ethno-histoire, entre autres, et l'ensemble des données qui portent sur la consommation de la Wayús, donc la fameuse Ilex guayusa, qui fait partie de la famille du maté, donc, donc la plante consommée en Argentine, au Chili, au Brésil, en particulier en Uruguay. Ilex paraguayensis, le fameux maté. Et au fil de mes recherches, j'avais découvert également que dans le sud-est des États-Unis, plusieurs sociétés autochtones consommaient une plante de la famille de l'ilex que les botanistes ont qualifiée de Ilex vomitoria. Donc, c'est une plante qui était utilisée rituellement également par plusieurs groupes de la région et donc qui était soumis à une espèce de rituel un peu semblable. On l'utilisait dans des contextes de paix, de négociation, pour créer encore une fois des rapprochements, je dirais, des conjonctions maximales. Donc, ça m'intriguait. Donc, j'ai passé une année à travailler dans la bibliothèque de la Smithsonian Institution, qui est très riche, énormément de documents. Et j'étais dirigé par un spécialiste, William Merrill, qui avait écrit un long texte sur l'Ilex vomitoria, donc dans un ouvrage collectif qui portait sur la consommation rituelle de l'ilex en question. Et donc, c'est une première année qui a été extrêmement intéressante, qui m'a permis aussi de publier un certain nombre de textes tirés de ma thèse. Donc, j'avais publié un peu avant un numéro spécial de la revue Recherche amérindienne au Québec, qui euh, portait sur le chamanisme. C'est un numéro dans lequel j'avais réuni plusieurs contributions de différents collègues professeurs à l'époque, entre autres Bernard Saladin d'Anglure, qui avait écrit un long texte sur le chamanisme et le troisième sexe chez les Inuits. Il y avait une contribution aussi très intéressante de Jean-Pierre Chaumeil sur le chamanisme urbain à Iquitos. J'avais également sollicité un chercheur américain, William Barr, qui travaillait chez les Pima Papago, dans la région de l'Arizona, frontière avec le Mexique, et qui était intéressant dans le sens où euh, les Pima Papago considéraient que les chamans, au moment de leur initiation, recevaient non pas des tsensa comme chez les Achuars, mais des cristaux de roche qui étaient implantés dans leur corps, donc sous forme d'incorporation, et que ces cristaux étaient la salive solidifiée, en fait, du chaman primordial, Itoi. Et en fait, tout le numéro était orienté autour de ces questions. Quelle est la relation des chamans avec leurs esprits auxiliaires ou leurs entités auxiliaires? Et comment devient-on chaman? Comment acquiert-on les pouvoirs chamaniques? Et le but, c'était en fait de travailler d'un point de vue comparatif à mieux comprendre ces dimensions et en particulier l'incorporation des substances chamaniques sous forme de cristaux de roche, sous forme de fléchettes, etc. Donc, c'est une des dimensions sur lesquelles je me suis penché par la suite. Comment, effectivement, les chamans sont initiés
et comment ces substances, finalement, sont incorporées et comment elles transforment, finalement, le chaman et lui permettent d'acquérir des pouvoirs, des compétences et les situent par rapport au commun des mortels de leur société. Et donc, c'est un numéro qui avait été très, très bien accueilli et des contributions extrêmement intéressantes. Et pour la deuxième année du postdoc, après avoir, je pense, fait pas mal le tour de la question qui m'intéressait à Washington, j'avais droit, grâce à la bourse que j'avais à l'époque, à une deuxième année. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et j'ai choisi d'élargir mes horizons en allant au Brésil. Donc, j'avais à l'époque contacté Lionel Vallée. Il me dit, ben, peut-être que tu devrais écrire à un de mes collègues, Roberto Cardoso de Oliveira, qui était professeur à l'Université de Campinas à l'époque. Donc, je lui ai envoyé une lettre depuis les États-Unis, et puis il me répond avec beaucoup d'enthousiasme en disant oui, on pourrait t'accueillir à Campinas et tu pourrais participer de mon projet, qui à l'époque était un projet qui portait sur ce que Roberto Cardoso de Oliveira qualifiait de style d'anthropologie. Il s'intéressait en fait à des anthropologies nationales qu'il comparait entre elles. Et il s'est intéressé à une certaine époque à l'anthropologie québécoise, qui l'intriguait parce que c'était une anthropologie francophone pratiquée en Amérique du Nord. Et donc, il était venu au Québec. C'est comme ça qu'il avait rencontré Lionel Vallée. Il avait établi un contact. Et donc, bon, j'ai répondu à Roberto Cardoso en disant oui, ça m'intéresse. Donc, je viens. Donc, j'ai quitté Montréal avec la famille à l'époque. Ma fille n'avait pas encore une année. On est allé s'installer à Campinas, qui est à 1 heure et demie à peu près de Sao Paulo. Et c'est là que j'ai commencé, je dirais, un autre terrain, parce que c'était l'idée de faire une espèce d'anthropologie de l'anthropologie brésilienne, euh, et qui s'insérait dans le projet comparatif de Roberto Cardoso de Oliveira, qui s'est intéressé aussi à l'anthropologie de l'Argentine, à l'anthropologie mexicaine. Et donc, j'ai participé à ce projet en faisant des entrevues avec des anthropologues brésiliens et en participant à la vie universitaire, mais toujours avec une perspective ethnographique. Donc, j'étais une espèce d'observateur extérieur et ça a été un terrain extrêmement intéressant qui en fait m'a permis de prendre du recul par rapport à l'anthropologie québécoise dans laquelle j'avais été formé. Et ça m'a permis de voir un peu mieux et de façon un peu plus claire comment cette anthropologie pouvait être conceptualisée, quelle était son histoire, par exemple, et comment se situaient finalement les anthropologies dans des contextes nationaux. Donc, c'était un projet qui alliait un questionnement sur l'État-nation et la place et le rôle de l'anthropologie dans ces contextes nationaux. Hein, et c'est très clair que l'anthropologie participe, disons, à la construction de la nation d'une façon directe et indirecte depuis les tout débuts. Et c'est encore plus clair quand on travaille en contexte latino-américain, par exemple, où on voit effectivement que l'anthropologie participe pleinement de la construction de l'État-nation et de ses institutions. Donc, pendant une année, j'ai lu les anthropologues brésiliens que je connaissais peu, mais qui m'avaient toujours intrigué. Donc, comme j'ai travaillé au Pérou, j'ai surtout lu l'anthropologie péruvienne, bien sûr, en plus, bien sûr, des anthropologies métropolitaines, comme disait Roberto Cardoso, française, anglaise, américaine, etc. Mais à partir de ce moment-là, je me suis intéressé aux anthropologues brésiliens. Et là, j'ai découvert une production extrêmement riche, une tradition anthropologique extrêmement vivante et dynamique, à laquelle je me suis intégré très, très bien. Et donc, j'ai fait plusieurs contacts avec des collègues. J'ai participé à des colloques, à des congrès au Brésil pendant toute une année. Donc, on est en 1990 à ce moment-là.
Et c'est au moment d'une conversation avec un collègue, un étudiant de l'Université de Campinas, qui travaillait chez les Cangang de l'État de São Paulo, que j'ai appris que dans le sud du Brésil, les Cangang avaient repris un grand rite funéraire qui avait été abandonné pendant plus de 25 ans. Donc, c'est une conversation informelle, comme ça on discute entre étudiants, et puis j'écoute et je me dis, ah tiens, c'est quand même intriguant et intéressant. Et je continuais bien sûr à m'intéresser au rituel, mais je considérais que ça pouvait être un contexte intéressant pour comprendre le rituel, c'est-à-dire pourquoi on l'abandonne, pourquoi on le reprend, comment ça se réalise pleinement. Mais pas plus que ça, donc je continue à faire mes recherches sur l'anthropologie brésilienne. J'ai finalisé le séjour en écrivant un article où je comparais l'anthropologie québécoise et l'anthropologie brésilienne. Donc, une espèce d'article réflexif qui a été publié dans un collectif au Brésil. Et puis, du Brésil, j'ai envoyé quelques applications à des postes qui s'ouvraient. Et il y avait un poste à Vancouver et il y avait un poste à l'Université de Montréal. Mais j'avais très peu d'espoir d'être engagé à l'Université de Montréal. Bon, puisque j'ai fait tout mon parcours à l'Université de Montréal, donc maîtrise, doctorat. Donc je me suis dit, bon, probablement que j'ai peu de chance, mais j'ai quand même envoyé ma candidature. Et à ma grande surprise, quand je suis rentré au Canada, j'ai appris que j'avais été engagé. Donc, 1991, je commence ma carrière de professeur à l'Université de Montréal. Et là, la question se pose, qu'est-ce que je fais en termes de recherche de terrain? Est-ce que je retourne au Pérou, chez les Hachoirs, ou est-ce que je commence un nouveau terrain? Et la question s'est tranchée en raison, en fait, du contexte politique péruvien. Dans les années 1980 et début des années 1990, le Pérou a subi une période d'instabilité politique extrêmement grande en raison des activités d'un mouvement qu'on appelait Sendero Luminoso, Sentier lumineux, un mouvement de guérilla maoïste. Pendant mon terrain en Amazonie péruvienne, j'avais rencontré un sympathisant de Sentier lumineux qui avait cru, de façon peut-être un peu naïve, que j'étais un sympathisant moi-même de Sentier lumineux. Parce que quand on s'est parlé, je lui ai dit, ah ben j'ai connu un professeur de l'université de Ayacucho que j'ai rencontré lors de mon grand voyage de 8 mois. J'avais rencontré ce professeur à l'université d'Ayacucho qui se nommait Antonio Dias Martínez. C'était un économiste très sympathique avec qui j'avais passé un après-midi complet à discuter de politique et puis de la situation des Autochtones. Et donc, un homme très ouvert d'esprit qui me disait avoir visité la Chine, avoir rencontré la bande des quatre, etc. Donc, un homme avec une grande expérience qui avait écrit des ouvrages, entre autres un ouvrage sur la Chine et la révolution agraire. Et donc, j'avais sympathisé avec cet homme. Et puis, quelques années plus tard, à Iquitos, au Pérou, je rencontre ce sympathisant de Sentier lumineux. Et je lui dis, t'as étudié à Ayacucho? Donc, j'ai connu Antonio Dias Martínez. Il me dit, ah oui. Et là, il me dit, tu sais, ha caído. Comment ha caído? Il a été fait prisonnier. Il est à Lurigancho, c'est-à-dire une prison tout près de Lima. Et là, il commence à me faire des confidences en disant qu'il est membre de Sentier lumineux et qu'ils sont en train de préparer les différentes activités. Et c'est un mouvement qui disait qu'il fallait faire la révolution par les campagnes, inspiré du mouvement de Mao. Donc l'idée, c'était d'empêcher l'accès aux villes et d'affamer les villes et puis de les prendre progressivement. Et donc, on a eu une conversation comme ça, suite à ce malentendu, on pourrait dire.
Et finalement, à la fin, il me dit, écoute, si jamais tu reviens ici, on ne pourra pas garantir ta sécurité. Donc, il directement me dit, ben, euh, ça pourrait être dangereux pour toi si tu reviens. Et entre-temps, il y avait eu aussi, dans la région du Marañón, tout près de l'embouchure du Pastassa, un certain mouvement de guérilla lié à Sentier Lumineux. Donc, quand je suis revenu au Canada et que j'ai été engagé comme prof, je me suis posé la question, est-ce que je retourne au Pérou ou est-ce que je vais ailleurs? Et en fait, j'ai choisi d'aller au Brésil parce que mon projet, c'était non seulement de faire du terrain, mais d'y amener des étudiants et des étudiantes. Et je me suis dit, si je vais au Pérou, ben, c'est un milieu peut-être moins sécuritaire, plus problématique. Et ça s'est avéré effectivement le cas au tout début des années 1990. Le Pérou était une région extrêmement problématique. On a même pensé que Sentier Lumineux pouvait effectivement faire basculer le pouvoir à une certaine époque. Donc, c'est pour cette raison que j'ai monté finalement un projet. J'ai fait des demandes de financement pour travailler au Pérou. Au Brésil, excusez-moi, au Brésil. Donc, malgré le fait que j'étais très attaché au Pérou, que je voulais vraiment retourner chez les Achuar. Donc, ça a été un dilemme et ça a été extrêmement difficile comme choix. Mais finalement, je me suis retrouvé au Brésil. Ce que je pouvais aussi favoriser au Brésil, c'était l'importance de la communauté universitaire, qui était extrêmement riche, extrêmement dynamique. Donc, j'avais la possibilité de collaborer avec plusieurs collègues. Et donc, je me suis souvenu de cette conversation au sujet des Kangang. Et donc, je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe dans le sud du Brésil? Donc, j'ai contacté Roberto Cardoso de Oliveira, qui était un des grands anthropologues brésiliens de sa génération. Et il m'a dit, ben oui, ça pourrait être intéressant. Il aurait préféré que je travaille sur le terrain qu'il avait mené auparavant, en disant, ben ça ferait une continuité, ça permettrait bon, de voir avec le recul des années comment les terrenas, c'est les terrenas du Mato Grosso où il avait travaillé, se sont transformés, ont évolué. Mais bon, j'ai dit, écoute, Roberto, je pense que je préfère aller voir d'abord chez les Kangang. Et puis, il m'a mis en contact avec un de ses anciens étudiants, un éminent collègue, Silvio Coelho dos Santos, qui était professeur à l'Université fédérale de Santa Catarina, à Florianópolis. Et donc, je suis descendu en 1992 au Brésil pour le rencontrer et pour établir contact. Et effectivement, il a confirmé que c'était un terrain qui était intéressant et possible. Lui-même avait travaillé chez les Kangang. C'est un des spécialistes des Choclins et des Kangang, Silvio Coelho dos Santos. Et donc, on s'est entendu pour que je revienne l'année d'ensuite, donc 1993, pour le premier contact avec les Kangang, qui vivent à 500 km à l'intérieur des terres depuis la côte atlantique. Et donc, je me suis rendu chez les Kangang en 92, j'ai rencontré les autorités. Et finalement, l'accueil a été extrêmement favorable. Ils m'ont dit, oui, 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 tu peux revenir, on va travailler avec toi, on va collaborer. Et donc, j'ai planifié le retour. Donc, le premier contact 93 et le terrain a débuté en 1994. Et là, j'ai réussi à dégager de l'enseignement pour une période de 6 mois, en combinant des cours, donc en donnant 3 cours à un même trimestre, bon, etc. Donc, j'ai réussi à partir. Et donc, je suis parti avec la famille, encore une fois, toute la famille, en 92. Et là, on avait 2 enfants, et non plus un, sur le terrain. Et donc, ça a été intéressant parce que l'université qui m'accueillait, l'Université fédérale de Santa Catarina, m'avait demandé de donner un séminaire en échange de l'accueil pour cette période sur le terrain. Et donc, j'ai monté un séminaire qui portait sur l'anthropologie du rituel. Et donc, j'ai eu une douzaine d'étudiants brésiliens hyper allumés, qui ont embarqué, qui ont travaillé au séminaire.
et avec lesquels j'ai collaboré au cours des 30 dernières années, parce que la majorité d'entre eux sont devenus professeurs. Certains ont même pris leur retraite depuis, mais ça a été un groupe extrêmement riche et avec une partie de ces étudiants, on est allé chez les Kangang pour participer à ce fameux rituel funéraire que les Kangang nomment Kiki, qui avait lieu justement au mois de mai 1994, au moment où j'étais au Brésil. Donc le séminaire a été comme une espèce de préparation et qui nous a permis de partir. On avait une voiture et puis on est monté là-dedans et puis on s'est rendu chez les Kangang pour assister, participer à ce rituel. Et c'est là que j'ai rencontré mon grand collaborateur, Vicente Fokai Fernandez, qui était un aîné. À l'époque, il avait peut-être 65 ans quand je l'ai connu, en 1994, et c'était le grand organisateur du rituel du Kikikoya. Et donc, il nous a accueillis et dès la première journée, le terrain s'est déroulé de façon absolument extraordinaire. Je dirais que chez les Kangang, je n'ai jamais dirigé le terrain. Ce sont les Kangang qui ont dirigé constamment la recherche. Vicente Fokai Fernandez m'a accueilli en disant, écoute, les jeunes ne s'intéressent plus beaucoup aux traditions en ce moment. Ils s'intéressent à la culture brésilienne, ils s'intéressent à la musique brésilienne, ces choses-là, mais ils ne sont pas très intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on veut leur transmettre. Mais on sait que toi, tu es en mesure d'enregistrer le tout, de documenter le tout, et ça va nous permettre de documenter nos activités qui un jour va les intéresser. Et à ce moment-là, il y aura des documents. Il y aura des vidéos, il y aura des enregistrements, il y aura des photos. Et Vicente Fokai Fernandez travaillait avec plusieurs aînés, en fait. Ils formaient un groupe extrêmement dynamique qui luttait pour la continuité de la société Kangang, de la culture traditionnelle Kangang, et surtout qui revendiquait des droits territoriaux. Parce que les Kangang, comme toutes les sociétés dont on a parlé, les Inuits, les Achuars, les Kangang avaient une reconnaissance territoriale extrêmement partielle. Et au fil des années, surtout au début du 20e siècle, ils avaient perdu une grande partie de leur territoire. Un territoire qui avait été concédé, qui avait été délimité, réservé pour leur communauté, mais qui avait été envahi, qui avait été, disons, dérobé par la colonisation, entre autres, comme telle. Et donc, j'ai compris que pour Vicente Fokai et les aînés en question, le rituel était lié aux revendications territoriales. Et que sa reprise, après 25 ans d'abandon, était liée en bonne partie à ce contexte politique, à ce contexte de revendication territoriale et à une espèce de reprise, finalement, de la fierté et de l'identité Kangang comme telle. Donc, et donc, le Kiki, ou on dit également Kikikoya, ça veut dire littéralement manger l'hydromel. Kiki désigne en fait une boisson, une bière de miel qui est préparée pour ce rituel. Et le rituel va tourner autour finalement de la consommation de cet hydromel. C'est un grand rite de deuxième funérailles. Donc c'est un rite qui va suivre des premières funérailles. Lorsqu'un individu meurt, on va l'enterrer dans la journée qui suit. Actuellement, on l'enterre sans ritualisation excessive. C'est des funérailles style brésilienne qu'on va réaliser. Mais dans l'année qui suit, s'il y a des défunts de chacune des moitiés de la société Kangang, hein, qui est constituée de moitiés exogamiques, à ce moment-là, on va réaliser ce grand rituel. Et comme tout rite de deuxième funérailles, c'est un rituel qui rassemble l'ensemble de la société. C'est-à-dire que pour réaliser ce rituel, il faut que toutes les moitiés, les sections, l'ensemble de la société participent au rituel. Donc c'est un rite de rassemblement extrêmement important.
qui va mobiliser non seulement les communautés locales, mais qui va également mobiliser des communautés un peu plus éloignées qu'on va inviter, qu'on va convier au rituel. Et c'est un moment absolument important pour l'affirmation identitaire Kangang. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les Kangang vont effectivement affirmer pleinement leur présence dans le territoire local. Et donc, c'est un moment de, disons, de célébration très, très important de l'identité. Pourquoi on avait abandonné le rituel? En fait, c'est, d'après toutes les données qu'on possède, c'est lié à la conversion de plusieurs membres de la société au protestantisme au début des années 1950, semble-t-il. Et les autorités en question se sont opposées progressivement au rituel. Pourquoi? Parce que c'est un rituel qui implique la consommation massive d'hydromel, qui implique des danses et donc qui pose problème du point de vue pentecôtiste et du point de vue protestant en particulier. Donc, je vais y revenir sur cette dimension religieuse de l'abandon et de la reprise du rituel.